Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 8 mai 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau et de toute cette grosse équipe à la mise en onde. Absolument. Tim et Olivier. Salutations les gars. Salut les gars. On va être avec vous autres pour votre heure de lunch. Tout un show. On va rejoindre David Perron dans quelques instants en direct de Saint-Louis. On dirait que de la ville des champions de la centrale, on va dire ça de même. Ça en va dans le carré d'as, tout un match, mais surtout, ils ont dominé. Quelle déception ça aurait été de parler à David alors qu'il aurait perdu contre les Stars puis que les Blues ont dominé outrageusement. Wow! Toute une performance de la part des Blues de Saint-Louis. Vous avez des questions pour David, ne vous gênez pas. Vous nous faites ça live sur le Facebook de On Jase ou bien sûr sur notre page On Jase. On va parler également de ce qui s'est passé au courant de la semaine dans l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Il y a des sujets que vous voulez aborder, ne vous gênez pas. François Gagnon va être avec nous ainsi que Éric Lalangue de Bois Bélanger. Absolument. C'est une bonne introduction, Martin. Merci beaucoup, Luc. Ben oui, Il y aura un autre match numéro 7 ce soir entre les Sharks et l'Avalanche Colorado. Cette équipe-là qui va remporter ce match-là. Donc, les deux séries là, dans l'Ouest vont s'être rendues à la limite. Pour les Sharks, ce sera une deuxième série en 7 de suite. Donc, est-ce que la fatigue viendra à bout de cette équipe-là? Commencera peut-être à s'installer. Hâte de voir si Pavelski sera dans la formation ce soir pour injecter un petit boost d'énergie à cette équipe des Sharks de San Jose. Ce serait intéressant de voir également ce septième match. Il y a tout le temps quelque chose dans un septième match. Puis là, hier, vraiment, les Blues ont donné une démonstration. Puis tu sais, c'était les Stars. C'était pas... je ne veux pas diminuer les Stars de Dallas, mais les Blues ont dominé outrageusement. Et là, avec les équipes qui restent, pas de faire ça. Bruins Blues, on s'en va vers ça, là. Ben oui. Oui, première vue, oui, parce qu'on pense pas que les Hurricanes, on pense pas qu'ils vont remporter un match de toute façon depuis le début des séries. Puis heureusement pour toi, le supplice n'a pas duré super longtemps pour la série Hurricanes-Islanders. Ça s'est terminé super rapidement. Heureusement, oui, Dieu existe. Heureusement, parce que tu en parlais la semaine passée. Pour ceux qui étaient avec nous, Martin souhaitait une fin de série rapide. C'était pas la série la plus excitante. Mais tu as raison de mentionner que les Browns et tout Carrasque, en fait, on les voit jusqu'au bout. Absolument. Là, je te fais une petite... C'est du live, là. Olivier, j'ai David qui m'écrit, il fait demander de le rappeler. Donc, on avait de la misère à rejoindre David. Je vous fais ça live. David dit qu'il me rappelle! Fait qu'on est rendu là. Fait que oui, tu parlais de Rask qui... Tu sais, moi, j'avais pris les Blue Jackets parce que je pensais que Bobrovski allait avoir le meilleur sur Tuukka Rask. C'est un Tuukka Rask, ma foi, méconnaissable qu'on a eu dans les 3 derniers matchs. Je me fous, là, chanceux, pas chanceux. Là, il a livré la marchandise. Bien sûr, il y a ce coup à la tête de McAvoy qui a été suspendu un match. Les commentaires de Brad Marchand. Tu sais, je vais te poser la question. Les commentaires de Brad Marchand, là, je te mets ça de même. Et le journaliste et le réseau, c'est pas mal leur plus de views qu'ils ont eu sur leurs vidéos. Ça fait jaser. Pendant les séries. Fait que, tu sais, sont-ils vraiment fâchés contre Brad Marchand ou ils vont retourner faire une entrevue? Ben, je ne sais pas s'ils vont retourner faire une entrevue. C'est sûr qu'ils vont retourner. Voyons donc. As-tu vu la popularité que Carl, qu'on croise souvent au Centre Bell, parce que normalement, il couvre le Canadien de Montréal pour le réseau anglophone, mais même lui, écoute, sa liste de followers a dû augmenter. Assurément. Fait que pas certain qu'il était si malheureux que ça dans son épisode avec le Brad Marchand. Donc, on va aller rejoindre David dans quelques instants. Puis je vois déjà qu'il y a des questions qui sont posées par vous, chers auditeurs. On va attendre David, mais tu sais, on en parlait au début de notre émission, Martin Samuel Blais. Donc, il y a déjà Maxime, tu prendras ça en note. Là. Il y a déjà Maxime qui pose une question par rapport à Samuel Blais. Qu'est-ce qu'il pense de lui? Bref, on va lui parler immédiatement. On va poser la question. Salut David, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, premièrement, un gros merci. Lendemain, grosse victoire de nous jaser. On apprécie. Regarde, ça me fait plaisir. Je suis là pour vous autres, les boys. Hey, quel match! Minuit, le but de la victoire. Le gars qui se lève à 3h45 fait dire merci d'avoir tiré ça, 2 prolongations. C'est un match incroyable. Regarde, on a joué notre meilleur match des séries. Même chose lors du match numéro 6. On a eu une très bonne performance. Puis, regarde, plus que le match est tiré, tu commences à avoir des petits doutes. C'est le genre de match que tu domines l'adversaire complètement puis qui trouve le moyen d'avoir
soit un but chanceux ou une chance, exemple comme le wraparound à Jamie Benn qui était sur la ligne rouge. C'est assez incroyable. On est juste content d'avoir trouvé le moyen de gagner. Écoute, c'était dans mes questions. Tu sais, moi, là, je l'ai dit dans mon salon, j'étais venu à RDS dans la soirée, regarder la première période, j'ai enregistré le restant pour l'écouter à la maison. Puis c'est ce que je disais, tu peux pas dominer de même. Je pense que c'est 3 lancers que vous avez donnés en deuxième et troisième période totale. Tu peux pas dominer de même. Puis tu trouves-tu que ça ressemble à la question que je te posais la semaine passée? Je te disais, vous les dominez, puis des fois, leur seule chance de marquer, c'est sur 1 ou 2 breakdowns. Tu sais, le début de la game, là, c'est incroyable. Vous êtes dans leur territoire sans bon sens. Échappé, Bennington reste sans bouger de la mitaine, les wraparounds de Ince ou de Ben. Sinon, là, vous étiez pas tout seul sur la glace parce que vous avez travaillé fort, mais vous dominiez tellement ce match-là. Oui, effectivement. Regarde, juste moi, personnellement, je pense que j'ai eu 15 lancés en direction du filet. Donc, je pense qu'on est au-dessus de 100 là, attempt, shot attempt. Donc, c'est assez impressionnant. On ne voit pas souvent des matchs de même en saison, même en série. Mais oui, il était opportuniste quand même là, pour leur chance de marquer. Puis leur chance de marquer, c'était des très bonnes. Je pense qu'on aurait trouvé le moyen de continuer d'augmenter notre avance, mais comme vous l'avez vu, là, le but de Zuccarello qui a pogné le patin de l'arbitre à cause d'une de mes passes, regarde, j'étais un petit peu déçu, puis les arbitres font partie du match, ça, c'est sûr et certain. T'es-tu déçu ou t'étais fru? Ben, les deux, évidemment, là, parce que initialement, mon feeling quand je parlais à l'arbitre, c'est qu'en milieu de saison, Bortuzzo, il avait envoyé un lancer dans le fond du territoire qui avait touché à l'arbitre, qui avait rentré directement dans le filet. Puis on cancellé le but plus tard. Donc, moi, dans ma tête, j'avais comme oublié la partie qu'elle avait rentré directement, mais je m'étais dit, vu qu'elle a pogné l'arbitre, ça a résulté un but direct. Je pensais, lors du moment sur la patinoire hier, qu'ils pouvaient comme se parler ensemble puis retirer la décision. Clairement, c'est pas arrivé. Puis ils ont pris la bonne décision. C'est juste un mauvais bounce. Puis je suis content qu'on ait continué de dominer puis de jouer une bonne partie pareille. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on se jase à tous les semaines, puis pas parce que t'es là, je vais le dire. En plus, c'était chien parce que tu connaissais un début de match hallucinant. Les Blues connaissaient un début de match hallucinant. David Perron était de toutes les séquences offensives, entre autres, même un angle complètement fermé. Tu as essayé Bishop quand même, puis il était même tombé en déséquilibre, ça aurait pu marcher. Tu connaissais un sapristi bon début de match, là, ça aussi, ça aurait pu te donner. Là. Exactement. Puis honnêtement, ça a été le positif dans le négatif. Je savais que j'avais un bon début de match. Je me sentais extrêmement bien hier. C'est pas le même qu'on se sent tous les soirs, puis je savais que ça allait continuer à partir de là. Donc, il y a des soirs que ça va un petit peu moins bien. Tu as l'impression que chaque fois que tu touches la rondelle, tu fais rien de bon avec. En début de partie, tu essaies de partir ta game. S'il y a une erreur de même qui arrive, on dirait que ça vient de tuer carrément. Donc, je suis content que c'était pas le cas hier. Non, c'était incroyable comme performance des Blues, mais de ta part aussi. Juste pour le bénéfice de nos éditeurs, Martin, on a des stats avancées, David, sur notre site. Puis les chances de marquer répertoriées, là, tu parlais de chances de marquer tantôt, là, c'est 40 contre 18. Ça, c'est notre firme Sportlogic qui nous fournit ces statistiques-là sur rds.ca. Puis David Perron est le meneur pour les chances de marquer, en a 8. Suivi de Tarasenko et Braden Shen. Je te dirais même qu'à un certain moment donné, David, j'avais l'impression que les gars, ils sentaient que le puck te collait dessus puis que tu... Bon point, oui. Des bonnes passes tout le temps, tu sais, dans l'ouverture. J'ai l'impression que les gars te cherchaient même sur la glace parce qu'ils sentaient que tu avais une bonne game. Ben, regarde, tant mieux si c'est le cas, mais je pense juste que quand tu joues bien, on dirait la rondelle finit par te trouver. Puis, encore une fois, de jouer avec O'Reilly, ça me donne des ailes un peu. On pense à la game un peu similaire. Lors des face-offs, il me cherche beaucoup. Il fait des jeux pour que la rondelle vienne à moi. Des choses de même. Donc, c'est sûr que je l'apprécie. Puis, j'aime qu'on ait une bonne chimie ensemble. Puis, dans un match de saison régulière, c'est le genre de match que tu finis avec 3, 4 points. Tu ne sais jamais avec le nombre de chances de marquer que j'ai réussi à créer. Mais en série, le jeu est un petit peu plus serré. Des fois, ça va de ton bord. Des fois, ça y va pas. Puis, regarde, c'était un effort d'équipe incroyable pour un match numéro 7. On a joué léger, on a joué agressif de la bonne façon. Et regarde, on pouvait sortir la tête haute peu importe le résultat. Puis évidemment, on est très content du résultat final. Oui, c'est sûr. Puis, OK, parle-moi de Samuel Blais. Il arrive au match numéro 6, premier match en série en carrière. Il a une chance au net, puis il décide de prendre un slap shot. Écoute, ça aurait pu se ramasser dans le vitré. Il aurait pas été trop généreux, la donner l'autre bord. Une bine, bang, dans le net. Ah, regarde,
impressionnant de notre entraîneur de prendre une décision de même malgré tout. Puis si tu veux avoir les bénéfices tout en partant, il y a eu 9 mises en échec lors de ce match-là. Il y en a eu 8 hier. C'est un joueur que je pense que les joueurs de l'autre bord qui ne connaissent pas beaucoup s'attendent pas de voir un joueur physique autant comme ça. Puis regarde, je suis vraiment content pour lui. Un autre Québécois, je suis tout le temps fier des Québécois, je le dis souvent. De jouer avec lui puis O'Reilly en ce moment, c'est super le fun pour lui, c'est une belle expérience. Ses parents, sa famille étaient là hier soir pour le match numéro 7. Puis je leur ai parlé après le match, je leur ai dit, selon moi, même s'il n'a pas scoré à soir, j'ai trouvé que Sam, sa game était meilleure même que le match numéro 6. Puis la raison est simple. Le match numéro 6, ça veut pas. Ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas joué de match parce qu'il était laissé de côté ou peu importe, il avait été rappelé des mineurs. C'est difficile d'avoir des jambes, puis tes jambes, ils durent. Puis il me le disait dans le match, on dirait mes jambes ne suivent pas au match numéro 6. Mais c'est normal, là, quand tu peux pratiquer, tu peux faire tout le bag skating après les pratiques, les entraînements. C'est pas pareil qu'une game. Donc, je savais que ses jambes allaient mieux lors du match de hier soir. Puis, moving forward, là, en allant de l'avant, je pense que ça va aller encore mieux pour lui. Est-ce que vous parlez les gens en français, ça, glace? Ben oui, on se parle tout le temps en français. Tellement le fun de jouer avec lui. C'est un bon jeune. Je suis pas fier de lui. J'espère que ça va continuer de même pour lui. Puis comme tu sais, on se parle tout le temps en français dans la chambre, peu importe. Puis regarde, j'espère que ça va continuer. Je vais en profiter de faire bénéficier les auditeurs qui sont là et qui ont envie de jaser, de te poser des questions. Richard Guilbeault qui te demande c'était quoi ton niveau de stress hier? Puis moi, je vais pimper un peu sa question. C'était quoi ton niveau de stress avant la game, avant la première overtime, puis avant la deuxième overtime sur 10? Niveau de stress avant le match, je te le dis, Martin, je sentais rien. C'est ça que j'étais le plus content de moi. J'ai trouvé le moyen de sortir toutes les émotions de ça. Notre entraîneur, il est bon. Il en a parlé dans les médias. Bloquer le bruit extérieur. Rester comme pause, comme on dit en anglais. Rester comme calme, patient, discipliné. Garder tes émotions le plus contrôlées possible. C'est ça que j'ai aimé le plus de ma game. Même après, si tu veux, l'erreur qui n'est pas vraiment une erreur causée par moi, malgré qu'elle a été touchée par l'arbitre, je sentais bien. Puis c'est ça que je suis le plus content personnellement de ma game. Par contre, le niveau de stress, pas vraiment dans l'entraque des overtime, comme ta question tu m'as posée, mais plus quand je chantais qu'on avait 55-60 lancers au filet puis qu'on trouvait pas le moyen de marquer. Là, Cogliano qui manque un blue van overtime, Jamie Benn fait un wraparound. Là, on dirait tout le monde en parle. C'est tout le genre de game qu'on va trouver le moyen pas qu'on va trouver le moyen de perdre, mais que c'est juste pas destiné. Puis non, regarde, ça a bien été, je suis content de ça. C'est le fun. Puis, tu sais, ça m'amène à. S'il y a des gens qui te posent la question, ces médias, mais je veux te la poser aussi. Bennington, tu sais, les gens vont parler du 50 lancés sur Bishop, 50 kicks lancés sur Bishop. Mais c'était des chances de marquer A+ sur Bennington. Je pense, entre autres, à l'échapper. Il est d'un calme olympien. Même en entrevue, il a quasiment l'air arrogant tellement qu'il est calme. Hey, ça m'est incroyable. Je sais pas comment le dire autre que ça, mais en anglais, là, sur Twitter, il y a des gifs, là, les petites séquences de genre 3-4 secondes là, ouais. Que tu vois. C'est pas une vidéo, mais quasiment. Là. Puis quand on a gagné le match en overtime, tu le vois taper ses poteaux comme s'il vient de gagner un match de saison régulière. Puis il sort de son demi-cercle bien normal. Les gars, on a tout vu ça, mon capoté. Il est le même. J'ai même montré cette vidéo-là à sa blonde. Là, je te dis, c'est le fun de voir. C'est ça que ça prend un gardien de but, un gars qui sait qu'il va gagner puis qui veut gagner. Puis honnêtement, Martin, si tu me poses toutes tes questions, mais c'est un peu, je sais que t'es gardien de but puis t'as peut-être pas joué dans la Ligue nationale, puis whatever, mais quand tu joues contre un gardien comme Bishop, que tu sais que la soirée de sa carrière, que tout le monde, on dirait, c'est de son bord, il joue son meilleur match. On dirait que ça doit être difficile pour le gars-là qui fait face parce que tu sais que tu as moins de lancers, tu as un lancé en deuxième période, un lancé en troisième période. Tu dis, crime, c'est moi qui va accorder un mauvais but à soir. Est-ce que toi, tu passes dans ta tête? Je ne sais pas. Mais tu sais, il a trouvé le moyen d'avoir un excellent game ici. C'est sûr. Puis tu sais, le nombre de fois que la question a été posée à Carey Price puis qu'il essaie de nous raconter, j'affronte pas l'autre gardien, j'affronte les attaquants. Mais dans ta tête, tu te le dis. Crème, il est hot, je peux pas, moi, être moins bon. Puis, tu sais, tu te mets de la pression. Puis, il l'a fait. Puis, peux-tu te dire que j'ai pensé à toi en partant en première période, l'arrêt de la mitaine qui bouge pas, puis que tu nous l'avais réexpliqué en ondes? Oui, exactement. Exactement. Regarde, breakaway. Puis, c'est comme si c'était un arrêt de routine. La raison, c'est que les pourcentages d'un joueur, quand
qui est sous pression, puis que tu arrives, tu penses pas trop, tu sais que ta shot d'habitude dans la glove va marcher, pack, direct dans le gant, comme si c'était un arrêt facile. Mais c'est un arrêt, puis ça apporte un certain calme au banc, un certain calme à la foule, à tout le monde, puis c'est ça qui fait un gardien, autre que juste ses performances, mais chaque arrêt nous inspire de la confiance. Tu parlais de Binnington, puis tu parlais du calme que tu as affiché avant le match. Une question d'Alain sur Facebook, puis c'est une bonne question. Est-ce que tu savais que Bishop avait jamais perdu de 7e match puis qu'il n'avait jamais accordé de but? Est-ce que vous le saviez? Bonne question. Non, très bonne question. Non, on n'avait aucune idée de ça. En voulant dire, même si les entraîneurs devaient être conscients de ça, mais tu sais, en même temps, chaque match est différent, puis c'est le même pour l'approcher. Donc non, je ne le savais pas. Puis moi, si j'avais été coach, je n'en aurais pas parlé. Non. Tu veux pas que tes joueurs fassent grosse tâche devant nous autres. C'est surtout qu'il y avait beaucoup de chances de marquer, puis ça ne rentrait pas, comme David l'expliquait tantôt. Là. Tellement. Non, exactement. Puis garde Pat Maroon, il y avait eu 3 matchs numéro 7 avant, il était 0-3. Puis hier, ça a été différent. Ah, j'adore ça. OK, ta réaction quand puis sais-tu quoi? Quand Radulov a traversé à bleu puis qu'il a décidé de contourner Dunn, je le savais ce qu'il s'en allait faire. Il n'y a rien qui marchait. Ouais. Il a chargé votre goaler. C'était quoi ta réaction? Un move de vétéran, si tu veux. Ben oui. Autre que d'essayer de changer la game. Un peu comme le coup de bâton que j'ai donné à Bishop. J'ai parlé avec les arbitres, je pense, au match numéro 4. Notre game n'allait pas pantoute. On perdait 4-1 en deuxième période. Puis tu vois que le gardien de but, là, 2 matchs d'avant, il avait fait un plongeon sur moi que j'ai eu une punition qui n'était pas méritée. Les arbitres voient tout ça, ils s'en parlent entre les matchs. Puis c'est comme je méritais un 2 minutes pour un slashing. Puis lui, je pense qu'encore une fois, il en a rajouté. C'est quoi que j'ai parlé avec les arbitres qui étaient d'accord là-dessus, mettons, en 3e période. Puis je me dis, des fois, tu fais un quoi de même qui peut changer l'allure du match. Donc, Radulov, je pense que ça a calculé de sa part. Puis de notre côté, évidemment, on est juste content que Binnington s'en est sorti sain et sauf. Puis, je veux dire, il a essayé de changer l'allure du match. Ça a pu marcher parce qu'honnêtement, ils ont mieux joué après ça, j'ai trouvé. C'est clair, mais là, tu sais, que tu lis dans mes pensées. Quand tu parles de ton coup de hockey sur Bishop, je me suis pris une note. Parlons, amusons-nous avec Ben Bishop. Je l'ai traité à la radio de Chochotte. Le coup de hockey, tu le frappais avec un coup de hockey ou tu avais un sabre dans tes mains parce qu'il a comme tombé... Oui, non, c'est vrai que c'est exagéré. Je l'avoue que c'est une pénalité pour un 2 minutes. Je pense que les arbitres avaient vu que ça fait quelques fois qu'ils en rajoutaient. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu n'as plus le bénéfice des arbitres. Puis je pense que cette fois-là aussi, il en a rajouté, mais en même temps, tout le monde joue une game, puis Ben, je le connais bien, c'est un très bon gars, très bon gardien. Regarde, je vais le croiser durant l'été ou peu importe, puis c'est un gardien de niveau Vézina. Mais regarde, on joue toute notre game, puis cette fois-là, c'était à moi de comme répliquer par rapport à ce qu'il m'a fait au match numéro 2. Tu sais jamais, les gars me sautent dessus, peu importe l'autre bord. Tu tombes avec un power play, tu casses, c'est rendu 4-2, puis là, tout d'un coup, la game, elle change de bord. Puis je pense que c'est un petit peu calculé parce qu'à 4-1, tu pognes une punition. Je veux dire, il faut que tu essaies de quoi pour changer l'heure du match. Donc, ça pouvait juste être positif dans ma tête. Puis je pense pas que le coup était fort tant que ça non plus, mais peut-être que oui, il méritait une pénalité. OK, bien là la répercussion est la suivante. Bishop a cette réputation-là de jouer la comédie, OK? C'est là depuis toujours. Il y a cet épisode-là avec toi où il en met beaucoup trop. Les arbitres sont au courant, puis d'après moi, là, tu vas féliciter les arbitres. La shot de Parayko est l'arbitre qui décide, parce que le retour revient sur un bâton des Blues, qui n'arrête pas le jeu, était la bonne. Tu sais, moi, je suis convaincu que Bishop est à terre avec son soigneur. Oui, il a mal peut-être à la clavicule, il a reçu une bine sur le chest, là, mais il doit demander, ils ont-tu vraiment accordé le but, là, si je me relève tout de suite, puis... Fait que les arbitres, exact. Pour moi, là, ils ont eu le... Écoute, c'est sûr que les arbitres étaient au courant de ce que Bishop faisait et fait. Absolument. J'ai pas grand-chose à dire que ça, autre que ça. Je pense que oui, ça a dû aller dans la décision des arbitres. OK. Poignée de main, comment ça s'est passé? Une un qui t'a dit quelque chose de spécial? Bien, ça donne que je connais beaucoup de joueurs dans l'autre équipe. Como, Cogliano, Polak, Bishop, l'entraîneur, assistant-entraîneur de Tom Nelson.
je sais pas si j'en oublie en ce moment, mais tu sais, veut pas le respect. J'ai joué énormément contre Seguin, contre Ben, Radulov dans cette série-là, Klingberg. Donc, puis je pense que veut pas quand tu vieillis, on dirait que t'as un certain respect pour tranquillement, pas vite pour les plus vieux. Ça fait longtemps qu'on joue contre. On sait que c'est une game, puis on joue physique, on se donne des petits coups, des affaires de la même. Quand c'est fini, c'est fini. Puis on sait tous qu'en vieillissant, les chances qu'on a d'avancer en finale de la conférence diminuent tout le temps. Il y en a de moins en moins d'opportunités. Puis je pense qu'on a un certain respect pour les gars que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue. Mais d'ailleurs, David, là, Maroon là, faisait des câlins à tout le monde. J'ai jamais vu ça, moi. C'est-tu déjà arrivé, des poignées de main, puis il prenait tout le monde dans ses bras? Je pense que l'émotion du Hometown Kid ont pris le dessus hier soir. Puis c'est bien correct de même. Là, je pense que on est très content d'avoir gagné, mais je pense qu'on est encore plus content que ce soit lui qui ait marqué. Je pense que tu vois le sourire de tous les joueurs. Ça donne juste un moment absolument incroyable. Encore plus avec sa situation personnelle, que je pense pas que c'est tout le monde qui connaît, mais son petit gars Anthony, au travers des années, il a pas vu beaucoup parce que lui il habite à Saint-Louis avec sa mère. Puis là, il a signé à Saint-Louis pour venir jouer. Pour son équipe natale, mais aussi pour être plus proche de son gars. Bref, la saison n'a pas si bien été que ça, offensivement pour lui, les points, tout ça. Pour l'équipe, puis là, finalement, on trouve le moyen de virer notre saison de bord. D'ici, joue du très bon hockey depuis longtemps. Score le plus gros but de l'année pour notre équipe. Regarde, c'est un scénario partant en ce moment qui va pour lui, puis on est vraiment content pour lui et pour son gars. Oui, c'est ça. La situation avec son garçon, c'était excessivement touchant. Puis moi, l'autre partie que j'ai trouvé touchante, David, c'est qu'il a donné le crédit à ses coéquipiers de ligne, à Bozak puis à Thomas, en disant que ces gars-là, ils avaient sauvé sa saison. C'est pas peu dire. C'est des mots pesants de dire c'est grâce à ces gars-là que j'ai réussi à faire ça, de rendre hommage à ses coéquipiers alors que c'est toi le héros. Ça aussi, c'est bon. C'est un excellent gars d'équipe. C'est pour ça que malgré tous ses attributs, ses qualités, ses défauts, il trouve le moyen de rester dans la ligue. C'est un gros bonhomme, c'est pas le gars le plus rapide, mais il sait qu'il faut qu'il soit autour du filet. Puis c'est un peu comme moi puis O'Reilly ou d'autres joueurs qui ont de la chimie. Ils ont de la chimie, ces trois gars-là ensemble. Ils ont trouvé leur style de jeu qui fonctionne en tant que trio. Ils travaillent fort dans le fond du territoire. Que ça donne des buts ou que ça donne pas des buts. Ils amènent beaucoup de momentum à notre équipe. Puis regarde, on est vraiment content pour notre équipe. On est vraiment content pour lui. Puis on espère qu'il va scorer d'autres gros buts pour nous autres. Dernière question, David, de Denis, qui te demande est-ce que tu vas regarder le match ce soir? Ben là, probablement, je vais regarder, il est à quelle heure, mais c'est sûr que je vais regarder la première ou deuxième période. Il est à 9 h. Il est à 9 h notre heure. OK, fait 8 heures pour moi, donc probablement, je vais la regarder au complet. C'est sûr qu'il y a différents positifs, négatifs de chaque équipe pour nous. Là. Si on joue contre Colorado, on a l'avantage de la glace. Des vols de 1h30 de Saint-Louis à Colorado, environ 1h30, 2 heures, je pense, pour aller là. Négatif de ça, ben, sans parler des équipes, là, parce que les deux équipes, c'est des très bonnes équipes, et je pense pas que ça serait intelligent pour moi de commencer à commenter sur les équipes. Le négatif, c'est qu'il y a de l'altitude à Colorado. Nous, on n'est pas habitués à ça, donc c'est difficile de jouer là quand ton corps n'est pas adapté. Sans oser, ben regarde, on n'a pas l'avantage de la glace. Donc, les vols de 3h30, si bon match numéro 7, ça peut s'accumuler sur la fatigue, tout ça. Donc, c'est pas mal ça, je peux dire, la différence entre les deux équipes en ce moment. Il y a quelqu'un qui écrit sa messagerie texte. Sherbrooke est fier de toi, David. Je te dirais que pas mal tout le monde est pas mal fier de vous autres, surtout de la façon que vous jouez. Je vois pas pourquoi cette équipe-là ne se rendrait pas à la finale de la Coupe Stanley. Là, tu vas me dire non, il faut passer à la haute ronde avant, pas passer trop loin. Je suis d'accord, mais l'autre série, tout le monde va être rendu en 7 comme vous autres. Vous allez avoir plus de congés. Bref, je prends pour les Blues. ben merci, c'est apprécié pour tous les gens du Québec, les gens de Sherbrooke. Personnellement, je suis content de me rendre en finale de conférence pour la deuxième année de suite. Les deux seules fois de ma carrière jusqu'à date. Puis on va essayer de faire de notre mieux, ça c'est sûr et certain. Notre challenge, c'est après une série émotionnelle de même, de se reposer, trouver la même émotion, trouver le même niveau de jeu. Lors du premier match, que je pense qu'il va être vendredi ou samedi, mais je pense que ça s'enligne plus pour samedi. Te regrettes-tu d'avoir laissé pousser ta barbe? Non, finalement, c'est correct jusqu'à date. L'année passée, c'est différent. Donc, on va voir ce qui va arriver. Mais regarde, on continue de s'amuser. Puis, je pense que c'est ça le plus fun à date de notre équipe. On sent pas la pression. Les gars ont dit la bonne affaire dans la chambre. Notre entraîneur dit des bonnes choses.
pour qu'on se concentre sur les bonnes, avoir les bonnes choses en tête. Donc, c'est très important pour nous autres pour continuer d'avoir du succès. Non, je suis pas David. T'es comme le bon vin, tu t'améliores en vieillissant. C'est pour ça que tu fais des finales 2 années de suite. Un gros merci encore, puis on s'en rejase la semaine prochaine, le bon vin. Yes, sir. Merci beaucoup. Ciao, allez. C'était David Perron. Oui, vous avez été nombreux à poser des questions. J'espère qu'on a pu répondre à la majorité d'entre elles. Merci de votre participation. On ne le dit jamais assez, là. Mais, puis on vous le répète, puis on ne le dit jamais assez en même temps, là. Vous êtes une partie intégrante de l'émission. Puis c'est ça qu'on veut comme show. Ben, absolument. Je pense que une David conversation, aimait ça, entre guillemets, chumée avec David. Les conversations ne sont pas pour le piéger, sauf que vous le sentez, qu'on pose des vraies questions, puis on veut savoir comment ça se passe. Puis David, de cette générosité-là. Puis en plus, on veut que vous fassiez partie du party, poser vos questions, etc. Il y en a qui venaient de moi, il y en a qui venaient de vous autres. Il y en a qui sont un amalgame des deux, on les mixe ensemble. Bref, c'est ça. C'est ce qu'on fait. C'est à peu près la même conversation que vous auriez avec vos chums si David était chez vous. En plein ça. Puis ça paraît. Puis David se prête bien à ce jeu-là. Puis on est content de l'avoir en direct. Il a tellement bien joué les Blues. Lui aussi, là, hier, puis j'aurais pu en rajouter une couche. Là, il parlait des chums qu'il y avait l'autre bord. Là. On disait une affaire, Polak le trouvait tough en début de game. Mm-hmm. Les gars cyclaient la rondelle dans le fond de territoire sur lui. C'était épouvantable. Polak qui faisait un duo en début de partie avec Scannon. Puis, tu sais, Montgomery, à la fin de la première période, là, oui, l'affaire de Perron, là, selon moi, a fait le jeu que les Blues ont fait pendant tout le match. Ils ont fait ça pendant 5 périodes. À chaque fois que Binnington va derrière le filet, c'est même pas par en avant, c'est toujours par en arrière le filet qui envoie la rondelle pour changer le jeu de côté. Mm-hmm. Fait que c'était le jeu qui était dessiné certainement par les Blues de Saint-Louis, qui aurait dû fonctionner une utilité des patins de l'officiel. Mais ceci étant dit, les Blues ont tellement dominé ce match-là dans toutes les facettes. Un moment donné, là, il y a un repli défensif. C'est David le premier qui se replie. C'est Ben, 1 contre 2 défenseurs. Perron est le premier à se replier, là, un repli solide, là, appuyé. C'est après qu'il est chuté? Écoute, je te dirais milieu de première période à peu près. Puis, écoute, tu aurais pu faire un freeze frame. Tu avais 4 joueurs des Blues avec Ben tout seul dans le milieu. Ben perd la rondelle. Perron arrive pour la prendre, l'échappe. C'est Klingberg qui a appuyé l'attaque. Donc, on est rendu 2 contre 4, qui se fait soulever le bâton par O'Reilly. Puis, c'était O'Reilly qui venait de perdre la rondelle en territoire adverse, puis qui était déjà revenu. Les Blues jouent du hockey, ma foi, impeccable. Oui, c'est sûr. D'accord. Continuez avec vos commentaires et vos questions. Bien sûr, on va nous poser une question quand même un peu canadienne avec l'élimination des Blue Jackets. Là. Panarin, ça vous intéresse-tu, oui ou non? Ça ne veut pas dire que lui est intéressé par Montréal, mais on s'amuse quand même. Puis on parle des séries éliminatoires, des matchs tout simplement extraordinaires. Il y en a un ce soir, d'ailleurs. Oui, et lui, il est chanceux. Il va le voir de ses yeux vus. François Gagnon, salut! Salut! On vient de jaser un bon 20 minutes avec David Perron. On va faire comme la semaine passée, François, avant d'attaquer ta série. On va revenir sur ce qui s'est passé hier. Un match numéro 7 qui n'a pas déçu personne. Ben, écoute, moi, j'étais avec des collègues hier soir. Là. On est arrivé, on a fait l'envolée là, de Denver à San Jose hier. Et puis, on regardait ce match-là, puis c'est ça. Puis on n'en revenait pas, puis on n'en revenait pas. Puis c'était un maudit bon match de hockey. Puis on a tous eu la même réaction lorsque le but a été marqué, le but de la victoire, de dire, regarde, il était dernier au classement général le 3 janvier. Incroyable. T'sais, il y avait 34 points le 3 janvier, puis les voilà en finale d'association Ouest. Ils n'ont rien volé, là. Ils méritent ça. Moi, je les avais favorisés en première ronde et en deuxième ronde. Je trouve que c'est un club qui est complet. C'est un club qui s'est trouvé un gardien de but, puis tu le sais, là, quand tu n'as pas de gardien, tu peux pas gagner. Et ça te prend un gardien en qui tu as confiance. Tu sais, Martin Jones, là, c'est pas une vedette dans la Ligue nationale. On l'a vu d'ailleurs en première ronde contre Las Vegas. Mais les joueurs dans le vestiaire semblent avoir confiance en lui. Et ça, ben, ça aide une équipe. C'est essentiel. Alors, c'est certainement un des facteurs qui a contribué au succès des Blues de Saint-Louis. J'ai déjà essayé la question sur Martin Jones avec Vlasic. Tu sais, Vlasic qu'on parlait la semaine passée, que s'il n'aime pas ta question, il va te le dire. Là. Puis il m'avait sorti un « Tu regardes tous nos matchs? » Ah, mais c'est ça. Exact. Fait que, on peut peut-être des fois trouver qu'il est chancelant, mais oui, Marc-Edouard nous disait qu'il avait confiance en lui. Puis, tu sais, David nous l'a dit, là, eux autres aussi, là, à attaquer comme ça, ils se disaient, hey, faut pas que. Tu sais, ils ont une coupe de break-in, là, où ils ont eu des chances de marquer A, les Stars. Puis Binnington, d'un camp olympien, chanceux ou pas, a fait les arrêts. Ben,
écoute, ça prend de la chance. Il y en a tout le temps. Un poteau ici, un poteau là, un arrêt de désespoir. Tu te fais déjouer des fois sur des tirs qui sont anodins. Il est normal que d'autres fois, tu réussisses à sauver des buts. Là, puis c'est normal. Là. Je veux dire, regarde toutes les équipes qui sont encore en lice en série. Là. Puis ça va être la même réalité en finale d'association. Il n'y en a pas de mauvais gardiens. Là. Puis les équipes qui sont là, c'est les gardiens qui ont été les meilleurs, c'est les gardiens qui ont été les plus chanceux, c'est les gardiens qui ont fait le plus de miracles. Tuukka-Rask à Boston, il y a bien du monde qui ne l'aime pas. Mais m'a dit une affaire, sans Tuukka-Rask lors du dernier match, c'est pas vrai que les Bruins sont en finale d'association déjà. Là. Alors, tu sais, c'est la constante. Tu peux avoir des clubs qui ne fonctionneront pas en avantage numérique. Ça arrive. Les Bruins de Boston ont gagné la Coupe Stanley. C'était en 2011 avec un club là, qui n'arrivait pas à marquer, mais qui ne peut pas gagner avec un gardien qui ne fait pas les arrêts. Peu importe son nom, peu importe sa réputation. Ouais, tu as dit les meilleurs gardiens qui sont là. Moi, je vais rajouter 3 mots à ta phrase. Les meilleurs gardiens qui sont là en ce moment. Parce que, tu sais, oui. souviens-toi, il avait plus son filet à m'emmener. Grubauer a eu des hauts et des bas cette année. Il joue son meilleur hockey présentement. On pourrait tous les passer comme ça. Rask. Moi, j'ai pris Bobrovski et les Blue Jackets parce que je me disais que Bobrovski était meilleur que Rask. Mais Rask, les 3 derniers matchs, il avait l'air gros dans le filet. Mais Rask, là, c'est son... quand tu regardes là, la saison, c'est son trademark. Je m'excuse de prendre un mot anglophone. Commencer lentement. Mais ça arrive souvent qu'en début de saison, il est chancelant. Il a perdu son but à Yaroslav Halak pendant un moment. C'était Udobin il y a 2 ans ou l'année passée. C'était la même chose. Puis lorsque la deuxième moitié de saison arrive, il retrouve ses repères, il retrouve sa confiance, son club a confiance en lui. Puis là, il part en flèche. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Puis McElhinney a fait ça après Noël avec la Caroline. Puis là, on a décidé de se tourner du côté de Mrazek. Et puis, c'est parfait, là. Peu importe son nom, c'est ça que je te disais. Puis tu as raison de rajouter les 3 mots. En ce moment. Oh oui, c'est ça. Et c'est pas le meilleur en général, c'est le meilleur now. Et tu en as besoin maintenant. C'est ça. Puis je pense, en plus, dans le cas de Rask, si je ne me trompe pas, on l'a retourné chez eux, m'emmener cette année. Hein? Oh oui. Il est allé faire un petit tour. Il est allé... on lui a proposé un petit repos. Puis, en tout cas, moi, je ne l'ai pas su. Là. Il y a peut-être du monde qui ont su pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Y avait-tu des problèmes personnels? Y avait-tu des problèmes avec l'équipe? Ouais. Peu importe les raisons. Ce qui est important, c'est de la manière dont il est revenu. Puis là, je veux dire, il n'y a personne qui peut se plaindre du rendement de Tuukka-Rask en ce moment à Boston. OK. Sharks, Avalanche du Colorado, la série que tu couvres depuis le début. C'est une série enlevante, une série... j'ai l'impression que chaque victoire a été basée sur quand une des deux équipes jouait vraiment son meilleur match. Je trouve pas qu'il y a une équipe qui a volé un match en ne jouant pas son meilleur. Fait que quand l'Avalanche est sorti plus fort que les Sharks, c'est eux qui l'ont emporté. Je sais pas si tu appuies ce que je mentionne, mais c'est le même que je l'ai vu. Oui, puis moi, si j'avais à donner un bémol, à soulever un bémol dans cette série-là, c'est que on n'a pas eu de match à date là, où les deux équipes ont vraiment été extraordinaires. Il y a eu des échanges de bonnes et de mauvaises parties de part et d'autre. En première période, dans le match numéro 6, l'Avalanche était dominait complètement les Sharks, qui sont revenus, oui, en deuxième puis en troisième période, puis il a fallu aller en prolongation. Puis c'est vrai que le score donne l'impression que le match a été très serré, puis il l'était. Mais il reste que quand tu regardes le déroulement de la partie, sans Martin Jones en première période, jamais que les Sharks sont là. Et ça a été la même chose samedi ici, alors que l'Avalanche s'est pas vraiment présenté au SAP Center contre les Sharks qui ont largement dominé ce match-là. Alors, je sais pas à quoi m'attendre à soir. J'espère avoir un match comme celui d'hier où les deux équipes, même si tu considères que Saint-Louis a dominé, puis à certains égards, je partage ton avis, mais j'espère avoir un match où les deux équipes vont être là jusqu'à la fin, que ce sera pas un club qui va perdre, que ça va être un club qui va gagner pour vrai. Et ça, pour moi, il y a une nuance, mais la nuance est importante. Pavelski? Écoute. Le secret le mieux gardé. il est 9h30, là. Ouais. Le soleil est caché par des gros nuages et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il va être de l'alignement. Je l'ai regardé patiner à Denver. Lors du dernier l'entraînement matinal du dernier match. Il a fait du temps supplémentaire.
oui, juste sa présence à Denver a aidé son équipe, mais il me semble que les Sharks ne l'auraient pas amené à Denver pour l'envoyer sa patinoire s'il n'avait pas été près d'un retour. Est-ce qu'il serait à 100%? Peut-être pas. Mais le simple fait qu'il soit en uniforme, l'espèce d'énergie supplémentaire que ça donnerait à son équipe. Tu sais, l'image est belle, là. Pour nous autres, pour une histoire, c'est quand même fascinant aussi. Là, 7e match contre Vegas, il tombe au combat, son équipe elle est sur le bord de se faire éliminer, puis boum, ça change de bord complètement. Alors, un retour dans le cadre du 7e match de la série suivante, pour moi, c'est plus que symbolique. Il y aurait un effet bénéfique pour son équipe là-dedans. Ça embarquerait les fans de San Jose qui sont déjà très bruyants. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'il va être là, mais il va falloir attendre. Écoute, le match est à 6 heures heure d'ici, donc à 21 heures heure de Montréal. Puis DeBoer va nous parler autour de 3 heures ici. Alors, j'ai l'impression qu'à moins que quelqu'un ait des bien bons contacts avec les Sharks, que c'est à ce moment-là seulement qu'on va le savoir. Si on le sait là, parce qu'il pourrait nous sortir en affaire une décision là, après l'échauffement. Mais moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il soit de la formation. Les équipes patinent-tu aujourd'hui? Ben, les Sharks ne patinent pas. OK. L'Avalanche, le SAP Center est réservé pour 10h30. Moi, je pense pas que les joueurs vont patiner. Okay. Évidemment, vu que tu es sur la route, tu veux amener ton équipe à l'aréna, tu veux sortir des chambres d'hôtel, tu veux les faire bouger. Réunion d'équipe, peut-être un petit entraînement j'allais dire en gymnase, là, mais dans les corridors, là, avec un petit peu de poids, un petit peu d'aérobie, tout ça. Tu retournes tout le monde à l'hôtel pour un bon lunch, la sieste d'après-midi, puis moi, je maximise les énergies pour le match de ce soir. Si c'était à Denver, je te dirais encore moins. Tu vas passer à la patinoire à cause de l'altitude et des problèmes avec le souffle et le manque d'oxygène. Mais là, ici, il n'y a pas ce problème-là. L'Avalanche est plus jeune, les jambes sont plus fraîches. Ils ont gagné contre Calgary en 5 matchs. Ils sont plus reposés. Malgré tout ça, moi, je maximiserais le repos pour avoir une équipe qui est vraiment gonflée à bloc pour le match de ce soir. Juste avant de poursuivre la discussion, François et Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Oh. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejoint sur rds.ca. On répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas à faire le saut sur rds.ca, sur la page de On Jase. On poursuit la discussion. On va demander la question que Luc a posée. Aujourd'hui, on va poser à François. Donc, les gens sur Facebook, tout de suite, venez-vous-en sur le rds.ca. OK. Tu sens-tu que l'Avalanche est plus reposée que San Jose? Oui, je le sens, même si du côté de l'Avalanche, on refuse de parler de ça. Et s'il y a un facteur qui me fait pencher du côté de l'Avalanche ce soir, c'est que Nathan MacKinnon a été blanchi lors des 2 derniers matchs. Ouais. J'ai pas l'impression que MacKinnon va être blanchi 3 matchs de suite, et j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une explosion de la part de MacKinnon ce soir. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois que l'Avalanche va gagner ce 7e match-là sur la route. Mais je gagerai pas ma maison là-dessus, puis je gagerai pas même le cabanon là-dessus. Parce que les Sharks, c'est un club qui est, comme toujours, un peu anonyme, mais c'est un club qui est tissé serré, c'est un club qui est efficace, et c'est un club qui a plus de profondeur que l'Avalanche en a pour le moment. Et tu as raison, puis en plus, je vais rajouter, tu gagerais-tu ton cabanon ou ta somme-pompe que Bednar, sur la route, va garder ces 3 joueurs ensemble en première ligne, MacKinnon, Rantanen et Landeskog? Ben, j'ai l'impression qu'on va avoir recours à 11 attaquants encore ce soir parce que Matt Calvert, là, aux dernières nouvelles, n'était pas en mesure de jouer. Et puis, tant qu'à habiller un gars comme Sven Andrighetto, en saison régulière, parfait, là. Mais là, c'était un match sans lendemain. J'ai l'impression qu'on va y aller avec 11 attaquants encore, puis que ça va permettre d'envoyer MacKinnon plus souvent sur la patinoire. Il a joué presque 24 ou 25 minutes lors du dernier match. Je m'attends à ce genre de situation-là. Et ça va donner, puis ça, tu as raison de le souligner, vu que c'est DeBoer qui a le dernier changement, ben ça va donner à Bednar une possibilité de pouvoir jongler, lui, avec ses trios pour essayer de séparer ses 3 meilleurs éléments et de maximiser le rendement de ces 3 joueurs-là. Prédiction? Écoute, prédiction, moi, je vois ça 4-2 Colorado. OK, le Colorado passe. De 3 points de MacKinnon ce soir. OK. C'est vraiment, là, tu mises sur le gros cheval. Ah, ouais. Moi, c'est le derby du Kentucky, puis il n'y aura pas de qualification dans le derby. J'y vais avec le pur sang. J'y vais avec le joueur qui, en ce moment,
est certainement le joueur qui est le plus potentiellement dominant de la Ligue là, dans tous les joueurs qui sont encore en série. Pas de maximum security. Non. Ah oui. Au dernier vivant les biens, puis dans cette situation-là, j'aime mieux y aller avec le meilleur possible. OK, 2-3 petites questions à l'extérieur de ta série. Carlson, trouves-tu qu'il a l'air d'un gars qui se place à nausée? Le vois-tu re-signer là-bas? On l'aime-tu? On est-tu satisfait parce qu'on pense qu'il est blessé? Comment tu vois sa situation? Écoute, moi, je ne peux pas concevoir qu'il puisse revenir à San Jose parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Tu l'amènes ici, c'est la même chose que Brent Burns. Tu as déjà un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale en Brent Burns. Burns est meilleur que Carlson défensivement. Encore lors du dernier match, là, il est sur la glace pour 3 des 4 buts de l'Avalanche, le Carlson. Puis il paraît mal. C'est pas juste qu'il est sur la glace. Là. Il a de l'air d'une toupie là, qui viraille en rond puis qui ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il va commander un salaire qui va friser les 10 millions de dollars par saison. Alors, je vois pas pourquoi l'amener ici puis d'enlever du temps de qualité à un gars comme Vlasic qui va atteindre les 1000 matchs dans la Ligue nationale l'année prochaine. Là. Non, moi, je pense pas que ça va être ici qu'il va poursuivre sa carrière. OK. Je pige dans le sac à question. Est-ce que tu aimerais réagir? Tu l'as sûrement déjà fait. Brad Marchand? Ah, écoute... Je ne sais plus quoi penser de ce gars-là. J'ai l'impression qu'on y accorde trop d'importance, puis trop d'attention, puis c'est ce qu'il veut en bout de ligne. Son équipe est en finale d'association, puis dans les 24 dernières heures, on a parlé plus de lui que du reste de l'équipe. Et puis on a parlé pour lui pour les mauvaises raisons. Je dis toujours la même chose dans le cas de Marchand. C'est un joueur de hockey extraordinaire dont la carrière va être ternie, dont l'image sera toujours ternie par ses côtés belliqueux sur la glace puis en dehors de la glace. Maintenant, c'est peut-être ça qui le motive, c'est peut-être ça son ADN, c'est peut-être ça qui le rend aussi bon. Alors, si c'est le cas, tant mieux pour lui, mais c'est de valeur parce que ce gars-là pourrait être une super vedette dans la Ligue nationale, puis pour le moment, c'est rien qu'un super imbécile. OK. Je vais terminer avec ça. Je vais t'envoyer la théorie Luc Dansereau. Moi, je pense pas qu'il est assez intelligent pour ça, mais Luc, il va d'une théorie. C'est moi qui n'ai pas assez intelligent? Non, Marchand. OK. C'était pas clair, là. Je vais te poser la question aussi, Luc, à un moment donné. C'est bon. Il est quand même à côté de moi. Là. Théorie Luc Dansereau. Attention, suspense. Lui, c'est calculé. En faisant ça, on n'a pas parlé du tout du coup à la tête de McAvoy. Moi, j'ai pas dit du tout, là, mais moins. Beaucoup moins. Tu as raison. François l'a même dit, on n'a même pas parlé de la victoire. Fait qu'encore moins du coup à la tête de McAvoy, très peu. Donc, ça aurait pu être calculé de la part de Marchand. À moi, ça, je dis, il n'est pas assez intelligent pour penser à ça. Tu dis quoi? Ben, je dis que pour avoir un niveau d'intelligence de même, il faut friser la folie. Fait que ça se pourrait. C'est ce que j'ai pensé. Y aller comme ça. OK. C'est ce que j'ai pensé. Mais dans le cas de Marchand, par exemple, là, il faut le dire, là, c'est le genre de gars que tu détestes quand il est dans l'équipe contre qui tu joues. Mais je suis convaincu que les fans du Canadien qui doivent le crucifier à tous les jours de toutes sortes de critiques et de commentaires qui sont lapidaires, s'il endossait l'uniforme du Canadien, ce serait un gars qui serait sans doute vénéré. C'est clair. J'avais dit quand il a donné son coup de poing de la tête à Harrington, j'ai dit c'est si c'est Gallagher, on dit qu'il y a du caractère. Ouais, c'est ça. On dit Prost, mais pas Prost. Si c'est Choc qui fait ça, tout le monde est bien correct avec ça à Montréal. Le coup de poing, je parlais. Le coup de poing en arrière de la tête. Ouais. All right, comment vous trouvez ça, vous autres? Êtes-vous d'accord? Un match seulement? Ben, c'est un minimum, on va être honnête, parce qu'on est en série éliminatoire. Moi, l'affaire qui me fâche, c'est que Josh Anderson mesure 6'6". Pour le pincer à la tête, il a fallu que tu te donnes. Là. Ben, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est pas assez sévère. C'est sûr qu'on est rendu en finale d'association, mais on devrait avoir les mêmes préoccupations. Je croyais que la Ligue irait au moins à 2 matchs. J'aurais aimé 3, mais 1, je trouve que c'est pas assez. Sauf que avec tout ce qu'on a vu en série depuis le début de la saison, depuis le début du printemps, là, il est clair maintenant pour moi que la Ligue devra faire des modifications et permettre aux arbitres, quand vient le temps de jeux sur lesquels tu peux imposer une sanction de 5 minutes, de permettre aux arbitres d'aller eux-mêmes à la reprise vidéo. Parce qu'on a vu les deux extrêmes, là. On a vu Cody Eakin dans le 7e match contre San Jose qui est chassé pour 5 minutes alors que le geste ne justifiait pas ça.
C'est les conséquences qui ont dicté la réaction des arbitres, qui se sont trompés. Et dans le dernier match contre Columbus pour Boston, les arbitres, d'après moi, là, ont réalisé ou ont réagi exactement de la même façon en disant « Eh, patins, on n'est pas sûr. » Fait que tant qu'à pas être sûr, on peut pas donner un 5 minutes puis mal paraître puis que la Ligue va aller s'excuser puis qu'on va être chassé des finales parce qu'on va avoir manqué notre coup. Et ils ont joué là, du côté de la prudence, alors que s'il y avait eu accès des arbitres aux reprises vidéo, jamais Cody Eakin aurait eu 5 minutes et peut-être que McEvoy aurait été chassé du match lors de la dernière partie parce que le geste justifiait ça. Puis il y en a certains qui disent que sur le jeu, c'était un 5 qui avait été appelé. Puis là, tu sais, les gars peuvent être nerveux à donner le 5, puis ça a fini en 2. Tu sais, parce qu'Anderson s'est relevé, etc. Fait que c'est un dossier à suivre. Moi, tu sais, je vais te régler ça bien simple. Là. Des coups comme ça, là, tu dis que ce soit le 5 minutes pour, tu sais, que ce soit plaquage par derrière, 5 minutes pour couper à la tête, tout ça. Là. À Toronto, il y avait une game ce soir-là, il n'y en avait pas 8. Là. Ils sont 14 à regarder TV. Puis les autres, ils l'ont revu en boucle, le coup à la tête. Là. Prends le téléphone, ça buzz, puis oui, je pense que c'est un 5, je pense que tu es en train de manquer le bateau. OK, boss, merci. Raccroche, donne le 5, c'est fini. Tu n'as pas perdu de temps. Oui, mais mais ça, il faut que ça soit déterminé. Il faut que tu puisses le faire, il faut que ça se fait. Alors, la Ligue va devoir, à cause de ce qui est arrivé depuis le début des séries, puis tu sais, le monde critique les arbitres, là. Je vais te dire une affaire, ça va vite en maudit. Puis même nous autres, quand on le regarde en vitesse réelle, là, quand le jeu arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se revire de bord, puis on regarde la télé, puis on attend 3, 4, 5, 6 reprises, puis on dit, c'est quoi? Je pense que le but est bon, je pense que le but est pas bon, je pense qu'il aurait dû donner ça. Mais quand vient le temps de rendre cette décision-là à la vitesse réelle dans le feu de l'action, c'est une job qui est absolument renversante de difficultés, et c'est la raison pour laquelle on devrait, avec les reprises qui sont disponibles, permettre aux arbitres, dans certaines situations, et les pénalités majeures, pour moi, devraient être ce genre de situation-là, leur donner l'occasion d'aller voir consulter les reprises, puis dire « OK, j'ai manqué mon coup, là, puis là, je suis en train de laisser passer quelque chose, ou je suis en train d'être trop sévère, parce qu'une pénalité majeure, ça peut changer le cours d'une saison. » On l'a vu dans le 7e match entre San Jose et Las Vegas. OK, je ne veux pas te laisser partir. Réponse courte, là, je te garde pas longtemps. Panarin, le Canadien, faut-tu qu'il s'intéresse à lui, même si Panarin ne s'intéresse pas, peut-être pas au Canadien? Là? Le Canadien doit-il s'intéresser à Panarin? Oui, ma réponse, c'est oui. Okay. Parce que c'est le genre de joueur qui est capable de marquer le gros but quand tu en as besoin. Et ce joueur-là, le Canadien ne l'a pas. Okay. Alors, laisse-moi nuancer ma réponse. Le Canadien doit s'intéresser à un Panarin, que ce soit lui ou un autre de son genre. Il faut que ça prend un joueur de ce type-là chez le Canadien, c'est ça qui manque. Profite de ta journée, ça va être une grosse, parce que là, toi, avec le 3 heures de décalage, elle commence, mais elle va finir plus tard avec ce match-là numéro 7. C'est le fun, ça, les matchs numéro 7. Je nous en souhaite un très bon. All right, on te lit sur l'RDS.ca. Bye-bye. Ça marche, salut, bonne journée. Salut, François. C'était François Gagnon. Il y a plusieurs réactions sur Panarin et tout ça, là, parce qu'on vient d'effleurer le sujet. On va aller rejoindre Éric Bélanger. On va poursuivre la discussion puis continuer avec vos questions-réactions. Là, on va lire ça en direct, Martin. OK. Éric est là? Éric est là? Oui, il est supposé être là. Non, ça va, Éric? Ça va bien, vous autres? Hey, ouais! Éric! Pourquoi on ne le voit pas? Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. OK, on va le voir un moment donné. Ça s'en vient. Tu peux y parler quand même, on l'entend. Non, mais quand je fais un FaceTime avec ma blonde, je dis tout le temps, attends, je te vois pas. Ouais. Hey, comment ça va? Ça va bien, vous autres? OK, ça va bien. Question vite, qu'un Canadien doit-il s'intéresser à un gars comme Panarin? Ben, j'y vais sûrement, oui, mais Marc Bergevin a des historiques avec les Blackhawks. C'est sûr qu'il va y avoir 29-30 équipes qui vont s'intéresser à lui. Va-t-il aller à Montréal? Je serais très surpris. Oui, non, ça ne veut pas dire que lui va s'intéresser à Montréal, mais le Canadien doit s'informer de combien ça peut coûter un ailier. Combien ça peut coûter? Tu sais ma passion pour un ailier. Panarin devrait demander 9. Ça va coûter entre 7 et 8, à mon avis. Ah ouais, tu vois, moi j'étais plus généreux, j'étais à 9. Tu sais, Eric, la semaine passée, ça dépend où, là, mais 9, beaucoup. Là. J'ai pas ses points en tête. Là. Il était à 1 point par match ou à peu près dans les 2-3 dernières années. Fait que... Oui. Et c'est un joueur qui est bon. A-t-il fait la différence avec Columbus? Non. Donc, quand tu donnes 9 millions à quelqu'un, j'espère qu'il est capable de faire la différence.
Oui, c'est un bon point, ça. C'est vraiment un bon point. Puis ça a été abordé plusieurs fois là, pendant l'émission par nos auditeurs, là, ce dont tu viens de mentionner. Puis il y a Seb qui dit aucune question là, Panarin s'en va rejoindre son ancien coach en Floride à moins d'un miracle. Il dit tu perds rien d'essayer, ton offre doit être au plafond pour essayer d'attirer ce type de joueur-là. Wow. Parce que le Canadien a de la place sa masse salariale, que ce soit lui, un autre. On a parlé du Duchesne aussi, Eric, la semaine passée. Mais pour Seb, ses attentes vont être élevées à la fin juin, début juillet. Ben, il prédit que Panarin s'en va à Chicago, pas à Chicago, en Floride. Panarin, c'est 320 points en 322 matchs en 4 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il a seulement 27 ans. Et en série? Il aura 27 ans au début. Série, c'est pas mal aussi pour quelqu'un qui ne fait pas la différence, 26 en 27. Écoute, Panarin est très bon. Floride, ça fitterait exactement dans son style de jeu. Surtout si Bobrovski va aller là, avec Kenville, qui est historique. Écoute, j'ai vécu en Floride. Oui, il n'y a pas de monde dans les estrades, mais avec une équipe compétitive, il va en avoir du monde. Parce qu'il y en avait l'année que j'habitais là-bas, lorsqu'ils ont joué contre les Islanders dans les séries, il y avait un buzz dans la ville, il y avait du monde, c'était le fun. C'est mort depuis ce temps-là, mais je pense que là, avec l'arrivée de Kenville, on va être très agressif. Dale Talon va être très agressif. Les joueurs autonomes, moi, je serais vraiment pas surpris que ces deux gars-là se ramassent avec les Panthers. Une équipe qui est bien meilleure de ce qu'ils ont donné les 2 dernières années, avec un bon entraîneur puis une couple d'agents libres qui s'en vont là-bas. Écoute, c'est une place incroyable à vivre. C'est le fun de jouer là. Il est taxé à 36 %. Le calcul n'est pas dur à faire. Là. Si tu as le choix entre aller là et aller à Montréal, c'est pas très, très dur à décider. Là. Je suis désolé pour les partisans du Canadien. Là. C'est pas difficile. Le hockey en Gougoune est plus populaire qu'en Sorel. Oui, il n'y a pas de monde dans les estrades. Moi, je l'ai vécu en Arizona parce qu'on n'avait pas tant de monde que ça. Puis ça a été personnellement, côté hockey, côté d'équipe, ça a été ma plus belle année, une de mes plus belles années, sinon la plus belle de ma carrière. Donc, tu trouves d'autres motivations. Puis quand tu es rendu à un point de ta carrière, c'est important de pouvoir vider la tête en l'air de la patinoire. OK. Écoute, tu parlais de taux d'imposition en Floride. On va me permettre une question indiscrète. Tu sais, les gens spéculent toujours. Il n'y a pas d'impôts là-bas, puis les impôts sont bien plus basses, puis tout ça. Comment je te dirais ça? Tu peux me dire, Martin, je ne suis pas fiscaliste, je ne te répondrai pas ou ça ne me tente pas de te répondre. Mais payez-vous 36 % de votre salaire ou il y a des moyens avec des compagnies que les gars en payent encore moins? Ou non, Martin, on paye 36 % de maximum de notre salaire. Là. Non, écoute, Martin, j'ai joué à Los Angeles, j'ai joué en Caroline, j'ai joué à Washington, Minnesota. Puis qu'est-ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que tu es taxé dans toutes les villes que tu joues. Donc, si tu passes, donne un exemple, mettons que tu joues à Montréal, puis tu passes 2 jours à Pittsburgh, tu es taxé 2 jours à Pittsburgh. Tu passes 2 jours en Floride, tu es taxé 2 jours en Floride. Et ça continue comme ça dans toutes les visites que tu fais au tour de la Ligue nationale. Oui, ton taux d'imposition va être le plus imposé dans la ville que tu vas jouer, ça c'est certain. Mais il n'y a pas de bric-à-brac, surtout au Canada. C'est encore pire ce que tu peux déduire sur tes impôts. Aux États-Unis, tu peux déduire la commission de tes agents, tu peux déduire ton entraînement estival, tu peux déduire tes vitamines, tu peux déduire tes habits que tu fais faire pour aller à l'aréna. Il y a tellement plus de choses en plus aux États-Unis que tu peux déduire sur tes impôts. Les intérêts sur une maison que tu achètes, c'est déductible d'impôts. Là, je pourrais t'en nommer jusqu'à demain matin. Donc, oui. En plus de ça, tu es imposé moindre, puis tu as plus de choses que tu peux déduire qu'au Canada. Donc, oui, je ne suis pas fiscaliste, mais je l'ai payé assez partout que je sais un petit peu comment ça marche. Ben oui, puis quand tu arrives, mettons, dans une nouvelle ville, c'est-tu un coéquipier qui te dit va voir ce comptable-là, c'est spécialiste pour les joueurs de hockey, ou tu fais comme moi, tu fais Google comptable? Ben moi, ça fait des années que j'ai la même fiscaliste. Écoute, à ma dernière année dans la Ligue nationale, là, avec Edmonton, lorsqu'ils m'ont racheté, je suis parti jouer en Russie. Je peux te dire une affaire, ma fiscaliste, là, elle m'a racheté un coup parce que j'étais en Russie. J'étais taxé en Russie. Ma famille vivait au Québec. Ils ont décidé d'aller vivre en Floride parce que j'étais imposé moindrement là-bas. Donc, j'avais une maison flambant neuve au Québec. Ils sont partis vivre en Floride. Donc, j'étais imposé en Floride, j'étais imposé en Russie, puis j'étais encore payé par les Oilers d'Edmonton. Donc, c'était pas nécessairement facile. Donc, c'est quelque chose que les gens peut-être ne savent pas, mais c'est tous des critères qui rentrent en ligne de compte à la fin d'une décision. C'est clair. Mais regarde, je voulais savoir. Donc, quand tu signes à quelque part, l'imposition est un facteur dans ta décision.
Bien, c'est pas le facteur numéro 1. Mais quand tu arrives à la fin et tu as 2-3 équipes, puis les équipes se comparent ou peu importe, on le voit là, présentement, là, c'est tellement difficile de dire je vais m'en aller à telle place puis je vais être sûr de gagner la Coupe Stanley. Ça n'arrive plus. Oui, il y a des équipes qui ont de meilleures chances, on ne se le cachera pas. Mais maintenant, là, je pense que tout le monde a une chance de gagner la Coupe Stanley année après année avec la parité qu'on voit en ce moment. Puis si tu as le même nombre d'argent, le même nombre d'années, bien, à la fin de la journée, tu vas regarder la ville, le taux d'imposition, puis le reste du fit que tu pourras avoir avec cette équipe-là. Mais c'est sûr que ça fait partie de l'équation, ça, je peux te le garantir. OK. As-tu aimé ton match numéro 7 hier? On a parlé avec David Perron une vingtaine de minutes tantôt. Quelle domination des Blues! Écoute, les Blues méritaient de gagner. Si ça n'était pas de Ben Bishop, les Blues les auraient rincés. Ils méritaient de gagner. Mais les Stars de Dallas, là, ils sont quand même bien défendus. Bishop avait de la différence, mais ils ont eu une coupe de chance de marquer. Zuccarello en fin de troisième période, dans les deux supplémentaires, là, il aurait pu gagner ce match-là, mais les bons dieux du hockey ont fait en sorte que les Blues méritaient ce match-là. Ils ont joué un bien meilleur match, puis ils méritaient de gagner. Puis, tu sais, c'est ça que je disais à Luc tantôt, je souhaite une finale Bronze-Blues. Je veux pas voir les Hurricanes contre l'Avalanche, mettons. Ça serait drôle, ouais. Ça, quand même. Moi, j'aime les Blues, honnêtement. Là, j'aime les Blues. J'avais pris Boston en 7. J'avais pris New York en 7. Je me suis planté. J'avais pris Saint-Nosé en 7. Puis j'avais pris Saint-Louis en 7. Donc, je suis pas pire en deuxième ronde. Moi, j'étais un de ceux qui disaient que j'aimais Boston pour se rendre très loin. Et je vois encore Boston, moi, remporter la Coupe Stanley. J'aime cette équipe-là. J'aime la balance. J'aime Tuukka dans le filet. Écoute, là, Pastrnak s'est mis à marquer des buts. Je déteste Brad Marchand, mais écoute, les Bruins de Boston ont une bonne équipe. Lui, c'est-tu fait justice juste un peu avec ses commentaires, sa petite vengeance qu'il a voulu prendre sur les journalistes parce qu'il n'a pas aimé comment il a été traité? Honnêtement, ça, c'est vraiment faire passer ses intérêts personnels devant ceux de l'équipe. Oui. Écoute, si tu as le quoi à dire à un journaliste, tu sais, moi, c'est arrivé qu'il y en a que je me suis pas entendu, tu essaies de le dire avant ou après, mais tu ne fais pas passer le journaliste pour un imbécile. C'est ce qu'il a fait. Moi, je pense, comme tu as dit, il a mis ses intérêts avant les intérêts des partisans, premièrement. Puis moi, je ne comprends pas que la Ligue nationale ne sévisse pas qu'il n'y ait pas une amende. Lui, il s'en fout, il en paye des amendes. D'après moi, il y a un compte courant avec la Ligue nationale. Ils vont direct dans son compte chercher l'argent. Mais ça, c'est déductible, Éric? Non, j'espère que non. Il est aux États-Unis, on ne sait pas. Lui, là, lui, il passe vraiment pour un imbécile. Moi, là, je l'ai trouvé imbécile, puis il prouve encore une fois qu'il l'est encore plus. Moi, j'ai plus de respect pour ce joueur-là, même s'il rend de bons services. C'est un excellent joueur de hockey, mais avec les niaiseries qu'il fait, moi, il me perd. OK. Sharks Avalanche, tu vois quoi, toi, à soir? Sharks, moi, j'ai les Sharks en 7, donc je ne change pas d'idée, puis je ne serais pas surpris de voir Pavelski dans l'alignement. Équipe de vétérans, panique pas. Oui. Je pense ils ont l'air maganés. Ils ont passé à une période et demie de se faire éliminer par les Golden Knights. Ouais. Puis je pense que là, ils sentent qu'ils peuvent se rendre loin. Puis ils ont beaucoup de vieux joueurs, donc ils savent que la window, la fenêtre est en train de se fermer assez vite. OK. Yann Laperrière conserve son job d'assistant avec les Flyers de Philadelphie avec l'embauche de Vigneault et de Therrien Mike Yeo. Un de tes chums personnels, Yann, qu'est-ce que tu penses des embauches avec les Flyers? Écoute, Yann, c'est un heart and soul. Là. Tu sais, Yann, là, c'est un gars qui va faire n'importe quoi pour fitter dans une équipe. Ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Yann connaît le marché là-bas, connaît les joueurs, connaît les jeunes joueurs de l'organisation. Il a été impliqué à tous les niveaux. J'ai lu qu'elle allait être high in the sky. Je n'ai pas parlé encore. J'aimerais peut-être ça lui parler, mais écoute, c'est le fun d'avoir 3 Québécois qui sont à Philadelphie. Ça donne la confiance aux jeunes entraîneurs, un petit peu comme moi, puis plusieurs jeunes qui veulent monter dans la Ligue nationale, que c'est possible. Il a appris, ça fait longtemps qu'il est là. Écoute, moi, je suis sûr qu'il va bien fitter avec Alain Vigneault et Michel Therrien. Puis, peu importe ce qu'ils vont lui demander, il va le faire. Il a toujours fait ça tout le long de sa carrière. Puis, je pense pas que l'API a vraiment changé de ce côté-là. Comment t'aimes ça, Therrien, comme adjoint? J'ai des doutes.
Mais je pense qu'à un moment donné, que tu te rends compte que tu es rendu où dans ta carrière. Je pense que le fit avec Alain il peut être bon. Je pense que moi, j'aime qu'Alain s'entoure de bons entraîneurs. Souvent, tu vas le voir dans n'importe quel niveau. Là. Tu vas vouloir avoir un entraîneur adjoint qui ne peut pas trop te menacer puis prendre ta job si ça ne va pas bien. La majorité font ça au lieu de bien s'entourer. Moi, je pense que dans n'importe quel domaine, les gens qui réussissent s'entourent de gens aussi bons, sinon meilleurs que eux, puis ça les aide en bout de ligne. Puis c'est ce qu'Alain Vigneault a fait. Mike Hughes, c'est pas n'importe qui non plus. Michel Therrien, oui, il y a des choses qu'on a entendues, mais Michel reste un bon entraîneur. Je pense que derrière un banc, c'est un des meilleurs entraîneurs là, qui peut gérer un match. Je pense qu'il peut aider Alain Vigneault. Puis moi, j'ai adoré le fait qu'Alain s'est entouré de bonnes personnes, d'entraîneurs qui peuvent le challenger. Puis c'est ce que tu veux voir. Dans le cas de Michel Therrien, j'étais sous l'impression, quand il a re-signé avec le Canadien de Montréal, il restait 1 an. Il a re-signé le 14 juin 2014. Donc là, ça donnait juin 2015. Et il a signé 4 ans. Moi, j'étais sous l'impression qu'il restait du temps. Fait qu'il abandonnait un genre de 4 millions, 3 millions, 2 millions sur la table pour aller comme adjoint. Si mon calcul est bon, il a attendu à la fin de son contrat parce que, tu sais, même si tu veux retourner dans la Ligue, tu n'abandonnes pas 4 millions sur la table pour aller adjoint. Là. Non. Puis je pense pas qu'il va faire que 2-3 millions comme adjoint. Je ne sais pas le salaire. Là. Ça, c'est une question qui me reste nébuleuse. Comment les adjoints qui m'ont été demandés souvent dans la Ligue nationale, comment ils peuvent faire. Mais écoute, pas Alain, mais Michel, il a attendu à la fin de son contrat. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait peut-être pas avoir une job comme entraîneur-chef de la Ligue nationale. C'est bien beau aller en Europe, mais c'est pas la même chose. Il s'en va avec un ami, Alain Vigneault, dans un marché de hockey que tout a gagné là-bas. Écoute, c'est une nouvelle expérience pour lui. Puis je pense que quand tu es rendu à une place puis tu es capable d'accepter le fait que tu vas travailler en collaboration avec 3 autres bons entraîneurs, pourquoi pas? C'est une chance à prendre. Puis écoute, c'est mieux de faire ça que rester dans son salon à rien faire. T'sais. Michel est un entraîneur, il voulait retourner derrière le banc, puis je lève mon chapeau de vouloir l'essayer en étant assistant coach. Ton ancien collègue Mathieu Darche, vas-y, Luc. Non, ben, je voulais faire le lien parce que tu as parlé de Michel Therrien, des embauches des Flyers. Puis JP, sur notre page, il dit les Flyers font plus de sens dans leur embauche que les Oilers. Tu as parlé tantôt brièvement des Oilers, de ton passage là-bas. Il dit Allen est tellement déconnecté, il marche avec son nouveau propriétaire. Est-ce que Ken Allen va revirer la situation avec les Oilers d'Edmonton? Eh boy, vous savez ce que t'en penses là-bas. Écoute, s'il y en a un qui peut le faire, on disait la même chose de Cherry Lee. J'ai regardé Bob Nicholson hier, j'ai regardé le propriétaire, je ne sais pas ce qui est arrivé avec sa face. On dirait que c'est fait faire du Botox puis il en a trop mis. Là. C'était quasiment un running gag. Comment tu peux en tout cas, c'en est quasiment un running gag là-bas quand on était là, mais écoute, Ken Allen, 25 millions sur la table, là, c'est dur de dire non merci, un autre appel. Il va voir qu'il y a beaucoup de pression. Oui, il a été très, très bon à Détroit. Il était bien entouré. Ils ont toujours bien repêché là-bas. Ça fait 2-3 ans que ça va moins bien, mais s'il y en a un qui est capable de faire quelque chose de pas pire, je pense que ça peut être lui. C'est un bonhomme qui est très respecté autour de la Ligue nationale. Donc, on va voir. Écoute, je ne sais plus quoi dire sur Edmonton, honnêtement. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu sais, moi, c'est un monsieur que j'aime Ken Allen. Ouais, j'aime Ken Allen parce que tu sais, on y a jasé à l'émission. De toute façon, tu lui poses une question à Ken Allen, il te répond pendant 20 minutes. Là, exact, on s'entend. Exact. L'autre affaire, c'est que tu sais, à Détroit, depuis le temps qu'il est là, il n'a jamais réglé le problème de gardien de but. Tu sais, je pense pas que Jimmy Howard, c'est l'élite de la Ligue. Il est très patient avec ses entraîneurs, même s'ils perdent. Je ne sais pas. Es-tu arrivé 2019 avec une Ligue nationale rapide, une Ligue nationale de hockey qui fait gravir les jeunes joueurs beaucoup plus rapidement que lui le faisait à l'époque parce que, il nous avait expliqué, là, pour lui, un jeune doit jouer, mettons, 200 matchs dans la Ligue américaine. Là, malheureusement, c'est plus ça, on les développe dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est 2019. Là. Ben, moi, c'est ma crainte aussi parce que tu l'as vu dans les 2-3 dernières années, ça a été plus difficile là-bas. Il est un petit peu, oui, tu as McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins. Tu as 3 joueurs. Tu as 2 joueurs de franchise qui sont là, mais lui, là, il n'est pas plus fou qu'un autre. Là, il regarde en arrière, là, ça fait pitié à la défense. Tu avais Terrell, tu avais Burley qui sont plus là. Tu regardes dans le filet, tu as Niskanen.
Niskanen. Là, tu te dis, ouais, je m'en vais vraiment à la guerre avec lui comme gardien numéro 1. Écoute, c'est pas facile là-bas, là. Puis, la vérité aussi, là, quand on parle de Montréal, que les agents libres, c'est difficile de les amener, parlez-en. Moi, j'étais allé là, je l'ai souvent dit, parce qu'ils me mettaient plus d'argent puis une année de plus sur mon contrat. C'est pour ça que j'étais allé à Edmonton. Sinon, jamais dans 100 ans, j'aurais été, même si c'était une équipe. C'est vrai, pareil, même si c'était une équipe qui était prometteuse, puis je me voyais fitter dans cette équipe-là, puis ça, c'est une autre histoire, mais les agents libres n'iront pas là-bas s'ils ne sont pas surpayés. Puis c'est ce que Ken Holland, c'est ce qu'il le guette à l'aube de l'été, puis son magasinage qu'il va avoir à faire. Tu sais, tu as des contrats comme Lucic qu'il faut que tu te débarrasses de ça. Va-t-il le garder? Après ça, là, ça tombe raide dans ta barouette. Tu sais, quand tu vois, là, après Nugent Hopkins, Draisaitl, McDavid, Chiasson qui a fait une vingtaine de buts, je l'adore, Alex Chiasson. Mais si ce gars-là est un joueur de premier trio, deuxième trio, on a un problème pour se rendre loin dans les séries. Oui. Travailler à profondeur, ce sera pas facile. Puis, tu sais, là, en plus, on parle de ton ancien coach, Tippett, pour à peu près partout. Fait que est-ce qu'un gars comme Tippett pourrait être l'homme qui va resserrer cette défensive-là? Là? Écoute, moi, j'ai adoré Dave Tippett, un de mes entraîneurs. Sinon, l'entraîneur que j'ai mis le plus dans la Ligue nationale. Moi, je pense que je serais surpris de le voir atterrir à Edmonton. La seule raison qu'il atterrirait là-bas, c'est 25 millions de raisons et plus. Puis moi, je le vois lié avec Seattle. Il travaille depuis le début qu'on a donné cette expansion-là à Seattle. Il est là-bas. Il est impliqué dans les décisions. Je pense qu'il va avoir un poste assez important dans cette équipe-là. Puis s'il veut être coach, je pense qu'il pourrait l'être là-bas. Dave Tippett a une maison à Phoenix, adore vivre là-bas. Sa femme est agent immobilière là-bas. Il se promène beaucoup à Seattle. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui le lient avec Seattle, sauf que quand le téléphone sonne, puis que tu as 25 millions sur la table, puis que tu veux coacher, là, je pense que tu vas écouter. Oui, puis peut-être qu'il n'est pas intéressé à attendre 2-3 ans avant de recommencer à coacher. Ben, tu sais, si là, il est vraiment impliqué dans le processus que les Golden Knights ont fait, ça peut être un processus le fun pour lui s'il est dans les décisions du repêchage, expansion et tout. À un moment donné, ils disent, regarde, peut-être qu'ils lui ont déjà dit qu'il serait leur entraîneur ou impliqué dans la direction, mais je pense que Seattle, c'est une belle place, plus près de Phoenix. Malgré qu'Edmonton, ça se fait bien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ses intentions, mais je pense qu'il est lié avec Seattle. Toi, comme Mathieu Darche, as-tu un ancien directeur gérant adjoint avec qui tu t'entendais bien qui pourrait t'appeler pour une job? Non, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Écoute, Mathieu est impliqué avec l'association des joueurs quand il jouait. Mathieu était à la McGill, a eu son bac. Écoute, c'est une bonne tête. Aider la Ligue d'hockey scolaire, j'oublie les abréviations, là, mais tu voyais que c'est un dirigeant, c'est un gars qui était capable de lire probablement les conventions mieux que n'importe qui comme joueur de la Ligue nationale. Donc, je ne suis pas surpris. Julien et lui avaient une proximité. Puis, je suis bien content. C'est toujours le fun d'avoir des Québécois réussir, monter dans la Ligue nationale. Puis, comme je disais tantôt, ça nous donne la confiance puis le vouloir de continuer puis de voir que ça peut nous arriver à nous autres aussi. Je suis très content pour Mathieu. Puis, tu t'en es jamais caché, mais toi, tu as envie de gravir les échelons, toi, là. Comment? Toi, tu as envie de gravir les échelons comme entraîneur, là. Oui. Moi, je ne le cache pas. J'adore le coaching. J'ai eu une année extraordinaire, comme on l'a dit l'autre fois, à gagner la Coupe d'Or, médaille de bronze aux Jeux du Québec. J'ai été impliqué au Challenge Gatorade il y a 2 semaines. Tu sais, je me vois vraiment là-dedans. Oui, puis quand je vois des Québécois réussir, ben, ça me pousse à continuer puis de me dire, regarde, ça peut m'arriver à moi aussi. Je l'ai réussi en tant que joueur. J'avais une tête de cochon. Depuis que je suis petit, je disais que j'allais jouer dans la Ligue nationale. Je me sens un petit peu pareil en ce moment de vouloir me rendre encore au plus haut niveau possible dans le coaching. Puis tu veux-tu passer midget 3, Ligue d'hockey junior majeur du Québec? Tu veux-tu faire Ben, écoute, le plus vite possible. C'est sûr que là, je prends l'expérience. Ça fait quand même 4 ans que je suis dans le coaching. Je pense que là, au Midget Espoir, j'ai atteint un niveau que je veux monter. Je suis prêt à monter Midget 3 junior. Je me sens prêt à monter junior. Le saut se ferait. On va voir ce qu'il peut y avoir sur la table, là, mais
Mon C'est le téléphone fun. est... C'est le fun, Éric. Cap-Breton, ça a l'air que c'est super, puis il y a de l'Internet, qu'on peut se parler pareil. Il y a Bécomo aussi qui ont besoin d'un entraîneur. Oui, bon point. Ah, t'as-tu parlé avec Bécomo? Ah, ben là, on verra dans les prochains jours. Ah, OK. Tu vas-tu nous garder ce coup? C'est sûr. OK. C'est là-dessus qu'on se laisse. C'est là-dessus qu'on se laisse. All right, Tu grattes comme le journaliste. Hein? Le mercredi prochain, tu vas voir mes réponses doivent être cas. Ah ouais, c'est ça que tu vas me faire? Tu vas te revenger? Ouais. C'est bon, c'est bon. All right. La différence, c'est que tu sais que nous autres, on t'adore. Ouais. Fait que je vais faire comme Carl qui faisait notre rue. Fait que je vois où ce que ça s'en va. Fait que on va se laisser. Non, moi, Ouais. je ferai pas ça, les boys. Je vous respecte trop pour faire ça. C'est fin, buddy. Écoute, bonne fin de semaine. Puis on va se rejaser bientôt, c'est sûr. Lâche pas. Puis un gros merci encore, Eric. On va se coucher encore tard à soir avec la game. Hey, je me lève à 3h45. Elle finit à minuit hier. Moi aussi, je suis fatigué. Ça fait 2 soirs là, que je me couche tard, mais je me lève pas à 4 heures comme toi, Marty. Non, tu sais. Puis là, tu vas te coucher. Puis ta blonde, elle est couchée depuis un bout. Puis elle se lève, mettons, à 8h30. C'est fâchant. Ouais. Pas penser à toi. Ciao, buddy. Attention à toi. Salut, boy. Bye. Salut, Eric. Bye. C'est Éric Bélanger. Excellent comme toujours. Ça a été bien le fun. Ça a passé vite, cette 1h10, là, Martin, en votre compagnie. Ouais, il y a Steve qui écrit: ah ouais, à Sherbrooke, Éric, d'avoir besoin d'un coach avec le Phoenix. Non, mais c'était. Je suis pas assez la cause du hockey junior majeur. Ben non, mais j'aime l'approche à Eric. Puis de toute façon, il fait ses classes. Puis après ça, c'est un autre niveau. Puis après ça, il est motivé par le fait que des Québécois réussissent. Puis tu sais, c'est un peu ça. Là, c'est un peu ça le processus, Martin. C'est fantastique. Puis moi, Julien Brisebois, Alain Vigneault, chapeau de donner pigé ici. Là. Puis ceux qui vont dire: ben non, faut que tu prennes le meilleur gars disponible. Non. Le meilleur gars disponible, eux autres, ils ont jugé que c'était un Québécois. Puis c'est bien bon pour ceux qui se limitent à ne pas prendre des Québécois parce que c'est pas des langues premières anglophones, mettons. Là. C'est drôle comment ça change vite aussi les situations dans la Ligue nationale de hockey par rapport à... Tu sais, là, on voulait faire un petit clin d'œil avec Panarin, tout ça. Éventuellement, on fera des émissions sur le futur, puis la saison prochaine, tout ça, avant l'été, avant la période estivale. Mais tu sais, Panthers n'a pas fait les séries, Joel Kenville arrive, le portrait de l'équipe va changer. Les Flyers, pas d'entraîneur. Scott Gordon, c'est une situation bizarre quand même, puisqu'il retourne à la Ligue américaine. Embauche Alain Vigneault, Michel Therrien, Mike Yo. Les Flyers devraient être des... Fait que l'exercice va être le fun à faire. Je vois pas Alain Vigneault et Michel Therrien pour faire ça. Ben, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, voilà. Ça change vite, puis ça va être intéressant au cours des prochaines semaines. On va discuter avec vous. Ça va prendre des coups de pied aux fesses. Ben, si c'est pas Panarin, il y en a qui suggéraient le nom de Skinner, par exemple. Oui, j'ai vu. Défenseur, c'est pas encore réglé. Même si ils ont signé Otto... Liskanen. C'est Liskanen, merci. Est-ce qu'il va passer par Laval? Qu'est-ce qui va arriver là, dans les prochaines semaines d'ici au repêchage? Qu'est-ce qui va arriver au repêchage? Va-t-il y avoir des transactions d'ici là? Ça va être intéressant à suivre. Oui, puis moi, je suis content que le Canadien ait signé Otto Liskanen. Ça me rappelle ma jeunesse. Joel Otto. C'est drôle. Hier, dans la salle des nouvelles à RDS, on parlait de Joel Otto, on parlait de Daniel Carr. On essayait de faire des liens avec les autos. Mais ça, on a du fun dans la salle des nouvelles en haut. Là. Mais c'est vrai qu'on s'est rappelé Joel Otto avec les Flames de Calgary, numéro 29, droitier. Son casque Cooper. Oui, avec son casque Cooper. Ouais. Ça, c'est les morceaux de plastique sur le côté qui viennent de mimer. En plein ça. En plein ça. Olivier ainsi que Tim à la mise en onde, un gros merci. Merci surtout aux auditeurs d'avoir été là à ce rendez-vous une fois semaine, les mercredis. On se donne un autre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition On Jase. Les séries de finale de conférence seront commencées. Certainement, donc on n'est pas allé avec nos prédictions parce qu'on ne sait pas qui va jouer dans l'Ouest, mais on s'amusera avec ce qui se passe présentement, l'actualité chez les Canadiens de Montréal. Donc soyez là. Merci Luc. Merci Martin. On se voit mercredi prochain, mais on peut se voir avant, par exemple. Oui, tu peux appeler. Ah oui. Pas dire que je vais répondre. Pas grave. On se rejoint la semaine prochaine. Bye! Salut.